Oui, donc bonjour à tous, Laurent Largan, donc directeur d'Afaya. Donc je me doutais bien, Emmanuel, qu'on serait pas mal en retard. Donc rassurez-vous, parce que je vois il est déjà bien presque l'heure où on devait terminer. Donc rassurez-vous, j'ai fait bref, hein, de toute façon. Alors, donc l'impact sur la fourniture des matières fertilisantes du point de vue d'Afaya, donc nous on se situe très en aval de la filière par rapport à la présentation qui ont précédé. Donc juste deux diapos pour vous présenter un peu ce qu'est Afaya. Donc on est un syndicat professionnel qui existe depuis plus de 30 ans sur trois grandes familles de produits, donc support de culture et paillage, sur les fertilisants organiques et organomuraux, et enfin, un peu dans l'ordre de création, sur les biostimulants. Donc, on représente aujourd'hui, à date, comme on dit, 82 entreprises, adhérents et membres associés, pour un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros et largement plus de 2000 emplois directs. Et on a les fonctions classiques d'un syndicat, de représenter les professionnels, de promouvoir les produits par différentes actions, et un rôle global, je dirais, au quotidien, d'informer ces mêmes professionnels adhérents sur les évolutions réglementaires et normatives. Donc les adhérents sont des metteurs en marché de au moins un de ces familles de fertilisants. Ils sont français ou d'autres pays. Ils sont des toutes petites PME, voire ou des groupes Laurent, beaucoup plus importants. Laurent, est-ce que tu Oui, m'entends? Emmanuel, A je priori, t'entends. a priori, il y a eu un petit souci qui apparaît dans le chat. Ah, ok, c'est maintenant. Voilà, il y a eu un délai. Excuse-moi de t'interrompre. Il y a eu un délai entre le moment où je vais passer que tu as mis tes slides en route et le moment où ça arrive. Je disparais. Pardon. Oui, alors je vais essayer de les faire avancer assez vite parce qu'effectivement, entre le moment, enfin, moi je vois déjà des choses à l'écran que vous risquez de pas voir. Donc je vais te dire compte de ça en essayant d'anticiper un petit peu. Donc on est, pour les actions au niveau européen, on est membre associé des trois fédérations européennes sur le métier, donc Green Media sur les supports de culture, EBIC sur les biostimulants et ECOFI pour les fertilisants organiques. Et donc, quelques exemples d'actions parmi d'autres. Donc, on porte une charte qualité, on a beaucoup communiqué sur ces points-là par des fiches, par des sites web. C'est ce qu'on fait pour les biostimulants. On a également une petite marque sur le bio. On a développé des actions de formation. On collecte également des statistiques sur nos métiers. Et on a un gros engagement qui s'est traduit par 3 colloques sur l'agriculture circulaire et globalement la promotion de cette marque fertilisant durable qui caractérise donc les fertilisants qui sont issus majoritairement de sources renouvelables. La marque que nous avons développée avec le CIPREA. Donc, confirme l'intervention de Jean-Pierre à l'instant. Et donc, j'aurais pu ajouter aussi une grosse implication, mais qui est bien sûr moins visible de l'extérieur, sur la normalisation, à la fois en France et au niveau européen. Voilà, donc pour en venir au cœur du sujet et les impacts sur les métiers, la question quels sont les métiers de nos adhérents qui sont impactés, j'ai tendance à dire très rapidement tous les métiers de nos adhérents, même si d'ailleurs quand on parle d'impact, et on a signalé d'ailleurs dans nos positions, il n'y a pas eu d'étude d'impact pour ce décret, mais c'est quand même c'est dommage, mais en tout cas, je peux vous assurer que tous nos adhérents sont impactés. Et pas seulement tous nos adhérents, parce qu'on a interrogé, bien sûr, nos adhérents pour remonter nos positions. Et de mémoire, ça fait déjà un certain nombre d'années que je travaille là-dessus. Je n'ai jamais vu autant de retours des adhérents sur un projet de décret ou d'arrêté. Ça montre quand même que ça touche tout le monde et que c'est important. Et ces remontées ont été partagées d'ailleurs par les autres syndicats qui travaillent aussi sur le monde des fertilisants, puisqu'on a fait ensuite un courrier commun avec UNIFA, EPJ, la Fédération des UPCHO et puis l'AFCOM aussi. Donc on a fait ce courrier commun des fédérations en trouvant, et on l'a fait très facilement, en trouvant des points communs partagés par tout le monde. Donc quand je dis que tout le monde est impacté, parce que toutes les matières fertilisantes support de culture sont citées dans le texte, y compris celles qui seront concernées par le futur texte européen pour la question de la traçabilité des flux. L'impact principal, bien sûr, il est sur les fertilisants organiques, amendements organiques. J'inclus là-dedans tous les composts, y compris les composts de boue et les engrais organiques, mais même d'autres produits qu'on n'aurait pas forcément vus au départ. Les supports de culture se trouvent touchés parce qu'il
y a une exemption pour certains supports de culture minéraux ou paillages qui contiennent effectivement éventuellement un petit peu plus de TM que la règle. Cette exception, cette exemption avait été accordée à partir du moment où ces éléments ne sont pas du tout mobiles dans le sol, donc ça ni dans le plan, donc ça a sauté. Les biostimulants aussi, qui n'avaient rien demandé sur cette question, se retrouvent ici cités dans ce texte, alors que c'est ce qu'on a signalé aussi, ils ne sont toujours pas d'ailleurs définis clairement dans le code rural. Donc ça touche vraiment tout le monde sur nos métiers, donc autour de l'organique, mais plus largement sur tous les métiers des fertilisants. Quels sont, par exemple, des impacts sur les filières? Donc, je vais pas, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait volontairement, puisque Jean-Pierre Harry intervenait juste avant, donc j'aurais pu détailler les impacts extrêmement lourds sur la filière de valorisation des goûts par compostage, notamment c'est ce qui concerne les adhérents qui sont dans ce secteur, avec la menace sur une filière qui, jusqu'à maintenant, en tout cas, travaille à la grande satisfaction, comme on dit, à la fois des utilisateurs, des utilisateurs finaux des produits, mais également des collectivités et autres. Donc, on met à mal cette filière-là. Donc, je donne un autre exemple sur d'autres filières. Ce qui nous est remonté très vite des adhérents, à la lecture commentée du décret, ça ne semblait pas évident pour tout le monde, et pour moi non plus, où tombaient les produits. Donc, en A1, en A2, en B. Donc, ce que j'avais eu tendance à dire il y a quelques années, quand on a eu ces premiers échos des ministères pour la mise en place de ce socle commun, au départ, je n'avais pas forcément vu ça d'un mauvais œil, parce que on a beaucoup de normes aujourd'hui. Parfois, on a des petites différences sur les éléments d'innocuité qui sont parfois justifiés, parfois difficiles, effectivement. Donc, je me suis dit, au moins, ça va simplifier les choses et nous sortir de petites discussions parfois compliquées. En fait, là, quand on a vu arriver cette catégorisation en A, 2B, finalement, l'aspect ou l'espoir de simplifier n'est hélas pas réalisé, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc la question, c'est où les produits tombent-ils? Donc, par exemple, une grosse famille de produits sur lesquels j'insiste, ce sont justement les fertilisants issus des fluents d'élevage, qui sont non hygiénisés au sens du règlement européen. Clairement, la lecture qu'on en fait, c'est qu'ils vont tomber en catégorie 2. Donc, distribution potentiellement directement réservée aux producteurs jusqu'à l'utilisateur final, et comment gérer les questions de traçabilité. Donc aujourd'hui, ces fertilisants, notamment qui arrivent de Bretagne, par nos adhérents, donc qui collectent dans les exploitations les produits, qui sont quand même des produits normés au niveau fertilisant. Donc qui va s'occuper de la mise en marché des produits? Comment on va faire pour faire sortir ces produits des zones en excédent? Est-ce que les agriculteurs, producteurs et puis les agriculteurs utilisateurs sont en position de gérer la traçabilité? La réponse est clairement non, en tout cas c'est ce qu'on a vu dans nos courriers. Et il faut savoir en plus, ironie du système, c'est que une grosse partie de ces fertilisants organiques, notamment je pense aux fientes séchées qui représentent de très gros tonnages, on est sur plusieurs centaines de milliers de tonnes, et les lisiers déshydratés, notamment ce sont des fertilisants qui sont largement utilisés en bio, donc par des agriculteurs bio qui sont dans des régions où il n'y a pas d'élevage à proximité. Donc en fait, au-delà de la perte d'éléments nutritifs apportés sous forme organique dans toutes les cultures, il y a également la culture bio qui va se trouver complètement déshabillée en matière de fertilisants, cela s'ajoutant à d'autres choses qui concernent ce secteur. Donc, clairement, on est face à une sorte de disparition du métier de certains adhérents, donc à la possibilité légale, en tout cas, dans l'état actuel du texte, à continuer leurs activités. Donc, c'est quand même extrêmement important, et on comprend, donc on est réagi avec ampleur, avec des commentaires très détaillés, parce que c'est quand même très impactant. De la même façon, il y a l'impact sur les produits. Un point de ce règlement, confère la première présentation de Jean-Luc Martel, c'est les questions de traçabilité, de gestion des flux à la parcelle. Comment on peut gérer
cette information sur les flux, donc avec l'information sur les éléments d'innocuité, par exemple pour les produits qui sont engrais CE, qui bientôt vont être élargis à toutes les familles de fertilisants avec le nouveau règlement européen. Ce règlement, donc 2019, il fixe bien sûr des seuils d'innocuité, relativement d'ailleurs transversaux pour toutes les familles de produits, mais l'étiquetage reste un étiquetage agronomique avec des teneurs, avec la composition bien sûr, et puis les teneurs en éléments fertilisants. Donc, est-ce qu'on pourra obliger les produits CE à étiqueter de façon spécifique pour la France, avec un gros risque de distorsion de concurrence si on ne réussit pas à le faire? Ce sont des questions qu'on a posées lors des réunions de concertation, entre guillemets, qui ont été organisées les semaines dernières. On a une réponse qui quand même ne convainc pas beaucoup. Et globalement, c'est toute la gestion de cette information pour tous les produits emballés qui sont dans des sacheries préimprimées où on imprime justement les éléments prévus par les normes, donc notamment sur la composition et les teneurs en éléments nutritifs ou en matière organique pour les amendements. Donc il y a quand même un gros impact sur les produits qui existent potentiellement sur ce texte. Ensuite, et je l'ai déjà dit, ça rejoint la précédente slide sur l'articulation avec le futur règlement. Quelles sont les méthodes d'analyse? Il faut savoir qu'avec ce règlement, il y a beaucoup de méthodes qui sont en chantier, qui devraient déboucher. Alors, c'est soit la révision de méthodes existantes, soit la création ex nihilo de nouvelles méthodes pour des secteurs qui en étaient dépourvus. Le texte manque cruellement de références sur ces méthodes. Et puis j'en ai parlé un peu, on a aujourd'hui tout un corpus de normes. Je corrigerai d'ailleurs, jolie, vilaine faute d'orthographe plutôt. Je corrigerai dans une version définitive. On a un corpus de normes françaises NFU qui sont rendues d'application obligatoire. Donc on comprend que la partie innocuité, comme je dis, qui était dans chacune de ces normes, va être remplacée par ces seuils, et en même temps avec la surcharge au-dessus des catégories 1 à 2B. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc ça concerne les engrais organiques, les engrais organominéraux, ça concerne les amendements organiques. On avait péniblement, et on vient de le faire encore, par exemple pour la 44051, pour certains effluents d'élevage avec les notions sur le cuivre, le zinc, etc. Des normes qui sont quand même plutôt pensées sur une démarche, bien sûr, d'innocuité, mais aussi sur une démarche de qualité, une démarche agronomique. Ce règlement, ce décret plutôt, s'assoit largement sur ces questions de qualité, et on a à peu près le même. On pourrait faire le même commentaire d'ailleurs pour les cahiers des charges digestables, même si ça nous concerne un peu à la marge, et ça a déjà été évoqué précédemment. Donc, encore là, grosse interrogation, gros impact. Et donc, au final, c'est des impacts sur le marché même des fertilisants, c'est-à-dire qu'on se trouve avec ce projet de décret dans une incertitude réglementaire. Au mieux, au pire, c'est une sorte de disparition programmée de métiers. Donc, dans cette conjoncture, comment raisonnablement penser à investir dans des outils industriels, développer de nouveaux produits, franchement, le cœur n'y est pas. Et puis, bien sûr, ça a été évoqué, cette annexe 2 qui est absente, et donc dont on ne sait pas quelles sont les analyses qui sont réalisées et les fréquences de ces mêmes analyses. Potentiellement, on peut avoir une explosion des coûts de production avec des analyses y compris sur des produits qui finalement ne posent pas de soucis particuliers ou qui sont mis au marché de manière historique depuis très longtemps. Donc là, c'est quand même très dommageable. Et de la même façon, pour les utilisateurs agriculteurs, je l'ai un peu évoqué déjà, on désorganise les filières d'exportation, entre guillemets, des zones vulnérables, notamment vis-à-vis des directives nitrates. Donc, il y a des filières qui assurent ça, qui permettent aux zones d'élevage d'avoir beaucoup d'élevage. La concentration de l'élevage dans certaines régions en France, c'est un fait. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que ces élevages perdurent. Donc, la gestion de l'exportation des effluents surnuméraires, elle fait partie du schéma. Donc, si on casse ces filières, comment on va s'en sortir, et comment on va gérer aussi la question des flux.
Et donc, les agriculteurs, là, cette fois utilisateurs, ils vont avoir un accès réduit et plus compliqué aux fertilisants, aux engrais des origines effluents d'élevage, alors qu'on prône un retour au sol, on prône un enrichissement des sols en matière organique, en tout cas pour maintenir le stock organique. Et on sait bien que le taux de matière organique, c'est un paramètre, c'est le paramètre essentiel de la fertilité au sens général des sols. Donc, ça veut dire qu'on va tout à fait dans le mauvais sens sur ce qui peut être fait par ailleurs sur la préservation des sols. Et globalement, il y a déjà, notamment avec des questions qui tournent autour du bio, mais déjà une très forte tension aujourd'hui sur le marché et sur les prix, quelque part, bien sûr, pour toutes les sources de fertilisants organiques, parce qu'elles ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc il y a une grosse tension aujourd'hui, un accès difficile. Donc, avec la mise en place d'un décret comme ça qui complexifie la tâche, qui squeeze complètement le rôle des intermédiaires dans ces métiers qui savent faire, qui savent gérer les transports, qui savent gérer la traçabilité, on décuple encore cette tension. Donc, enfin, franchement, je m'associe complètement à ce qui a été dit, je crois au début. Je ne sais pas si c'est par Jean-Luc ou par Emmanuel ou par d'autres personnes. C'est plus on voit les autorités soi-disant s'intéresser ou soi-disant aider le développement de fertilisants organiques ou de la fertilisation organique ou du fertilisant renouvelable au sens large, plus on voit finalement que ça se traduit dans un premier temps par la désorganisation de ce qui marche bien. J'aurais tendance à dire arrêtez de vous y intéresser parce qu'on arrivait très bien à développer ça nous-mêmes et concentrons les efforts sur éventuellement de nouvelles sources, mais surtout n'allons pas casser des filières qui fonctionnent, qui ont montré leur efficacité en matière de qualité des produits et de gestion d'innocuité. Ce serait peut-être le message final sur ces impacts qu'on pourrait passer. Voilà, donc si vous avez mes coordonnées, je corrigerai la version définitive en envoyant la faute orthographe, c'est promis. Voilà, donc Emmanuel, tu vois, j'ai bien remonté le temps.